Bonjour, bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par Optimum Gestion Financière qui se veut un point de mi-année de nos perspectives 2022. Je suis Lucia Baldino, je suis dirigeante de la société et vice-présidente responsable du développement et des opérations de la société. Veuillez noter que ce webinaire est enregistré et il sera mis à disposition pour une captation en replay sur notre site Internet. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez des questions, surtout de les partager via le chat. Et les questions nous seront repartagées à la toute fin de la présentation par notre gérant financier junior, Thomas Quintella. J'ai donc le plaisir d'accueillir à Paris aujourd'hui notre chef des placements mondial, M. Martin Delage. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Martin, qui viendra certainement nous expliquer en comment on a la possibilité de faire un atterrissage en douceur en 2022. Mais avant, je voudrais quelques mots à vous partager sur le groupe Optimum, alors qu'on vient de publier nos résultats pour 2021. Optimum est donc fier d'enregistrer pour une troisième année consécutive un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars canadiens. Le groupe est également très fier de se classer au 265e rang des entreprises les plus grandes du Québec selon le journal Les Affaires. Pour ceux qui nous connaissent moins, Optimum, c'est aussi un groupe financier international, privé et diversifié qui a été fondé au Canada en 1969 et qui depuis s'emploie à préserver la sécurité financière de ses clients dans différents secteurs, dont l'assurance de dommages, l'assurance vie et la réassurance de personnes, la gestion d'actifs et également un certain nombre de services conseils, dont l'actuariat, l'immobilier et les technologies de l'information. Au 31 décembre, le groupe comptait plus de 615 employés à travers le Canada, les États-Unis et la France. On enregistrait également un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars canadiens, soit près de 900 millions d'euros. Et aussi un actif sous gestion de 8,5 milliards de dollars, soit plus de 6 milliards d'euros d'actifs sous gestion. En ce qui concerne Optimum Gestion Financière, nous sommes parmi les seules sociétés de gestion financière à faire de la gestion active de titres canadiens. Nous gérons 5 OPCVM, dont un fonds d'action canadienne. Donc, sans plus tarder, j'invite Martin à nous partager ses perspectives pour la deuxième partie de l'année 2022. Merci beaucoup, Lucia. Donc, bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager nos perspectives sur l'économie et les taux d'intérêt ainsi que les marchés boursiers pour la deuxième moitié de l'année 2022. Avec la hausse de l'inflation, les banques centrales sont maintenant en mode de resserrement monétaire avec comme conséquence observé depuis le début de l'année une hausse de la volatilité sur les différents marchés financiers. De plus, combiné avec une augmentation des risques géopolitiques ainsi que la guerre actuellement en Ukraine, l'incertitude économique est vraiment à son plus haut niveau. Donc, quand on regarde le premier graphique, qui est la probabilité de récession aux États-Unis, c'est une probabilité qui est basée sur la courbe de taux d'intérêt aux États-Unis. C'est un modèle qui a été développé par la Réserve fédérale de New York. Donc, c'est sur la courbe 10 ans et 3 mois. Et cette courbe a un très, très bon historique de prévision. Donc, en fait, on a toujours eu une récession depuis les années 60. En fait, la courbe a atteint 30 donc qui est le niveau à partir duquel on est à peu près certain qu'une récession va suivre. Donc, la courbe n'a jamais manqué de récession depuis les années 60, sauf en 1966, où à ce moment-là, la Réserve fédérale avait coupé ou abaissé son taux directeur de façon agressive, de façon à éviter la récession. Donc, quand on regarde la courbe aujourd'hui, on est environ à 5 de probabilité, ce qui est très bas. Cependant,
La lecture est au 31 mai 2022 et depuis le 31 mai, beaucoup de choses se sont passées sur le marché des taux d'intérêt, dont des hausses de taux long terme ainsi que des taux court terme. On a simulé avec la hausse en date d'hier, on a simulé avec les hausses de taux et la probabilité de récession atteindrait 30 aux alentours de l'automne 2022. Donc, fin 2022 et possiblement une récession selon le modèle à venir en 2023. Donc, il y a quand même quelques mois après le déclenchement du signal. Donc, ceci étant dit, pour l'instant, la probabilité de récession reste faible. Maintenant, on a un indicateur optimum qui est un indicateur précurseur qu'on a développé à l'interne, donc qui est un indicateur optimisé, en fait, qui est un leading de leading, on peut dire. Et cet indicateur-là, bien, il est en baisse depuis plusieurs mois déjà, donc on est à -1. Et quand on le regarde par rapport à la production industrielle aux États-Unis, bien, ce qu'on constate, c'est que la production industrielle va baisser au cours des prochains mois. Donc, le ralentissement économique aux États-Unis va se poursuivre. Les zones en gris là, sur le graphique, ce sont les périodes de récession aux États-Unis. Mais aussi, en plus de notre indicateur précurseur, bien, on a quand même observé récemment des signes de ralentissement quand même assez importants. Vous avez probablement entendu parler des résultats des détaillants aux États-Unis. Donc, les résultats étaient décevants, les inventaires étaient en hausse, donc le consommateur semble être plus prudent. La confiance, en conséquence, la confiance du consommateur a chuté à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis de nombreuses années. Et finalement, on observe un début de ralentissement sur le marché immobilier résidentiel aux États-Unis, conséquence de la hausse des taux long terme. Du côté de l'Europe, c'est le même constat. Quand on regarde l'indice précurseur COF, qui est un indice suisse, donc qui devance l'activité économique, donc le PMI en zone euro, le PMI manufacturier, mais ce qu'on constate, c'est que le PMI devrait continuer à baisser près des 50, donc près de la zone où on tomberait en contraction. Donc, le ralentissement se poursuit. Il n'y a pas de signe de retournement du côté de la zone euro pour l'instant. N'empêche que on est, selon toi, donc, à une ligne de bascule. On pourrait donc plonger en récession comme on pourrait avoir un revirement. Exactement. Donc, quand on simule notre probabilité de récession, le modèle, on n'est pas vraiment loin. L'automne est dans 3 mois, là, 4 mois. Donc, on est vraiment sur la ligne actuellement. Ensuite, quand on regarde le marché de l'emploi maintenant, que ce soit au Canada comme aux États-Unis, on constate que le marché de l'emploi est quand même très résilient. Et surtout au Canada, on a le taux de chômage est maintenant à 5,1 et c'est le plus bas taux de chômage au Canada depuis qu'on a des statistiques au début des années 70. Même chose du côté des États-Unis. Le taux de chômage est à 3,6 donc près de ces bas historiques. Également, on constate aussi une augmentation, donc une pression salariale, que ce soit aux États-Unis comme au Canada. Mais cette pression salariale, les hausses de salaire, n'est pas suffisante quand on regarde la hausse de l'inflation, ce qui fait qu'il y a une perte de pouvoir d'achat. Mais Martin, on parle beaucoup de ces temps-ci de stagflation, on fait référence aux années 70, mais en quoi cette période est différente? C'est pas clair si on est en période de stagflation. La stagflation, c'est une période où la croissance est faible ou nulle et l'inflation est à la hausse. Dans les années 70, on avait une croissance qui était faible, on avait une inflation qui était à la hausse. Cependant, le chômage était à la hausse à ce moment-là et était, grosso modo, le double des niveaux qui le sont actuellement. Donc, on a un taux de chômage, un plein emploi. Donc, c'est un peu différent. Donc, oui, peut-être la stagflation, mais c'est pas... Avec un bémol. Avec un bémol pour l'instant. Du côté du Canada,
le marché de l'emploi est très résilient, comme aux États-Unis. Et une des raisons pourquoi le Canada performe très bien, c'est quand on regarde la croissance de la population depuis 5 ans, donc les 5 dernières années au 31 décembre 2021, et on constate que le Canada a la croissance la plus forte de sa population parmi les pays du G7, avec une croissance de plus de 5 %. Donc, ça, c'est extrêmement positif pour les années à venir. Bien entendu, parce que quand la population augmente, il y a des pressions sur les infrastructures, l'immobilier, tous les services qui vont en lien avec. Mais un des sujets qu'on parle beaucoup depuis le début de l'année, c'est l'inflation et plus récemment des taux. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Tout à fait. Donc, effectivement, l'inflation, elle monte en flèche. Là, donc, c'est quand même assez impressionnant de voir les niveaux à lesquels on est rendu. Ce qu'on constate, en fait, vous l'avez vu, il y a eu la flambée des coûts d'énergie. Il y a également un peu de pénurie de personnel, mais aussi les commodités comme la nourriture. Donc, il y a eu une hausse qui en fait, qui est présente depuis un certain temps déjà. Mais ce qu'on constate, il y a aussi eu les brisures au niveau des chaînes d'approvisionnement en 2020 et 2021. Mais ceci étant dit, quand on regarde l'inflation aujourd'hui, c'est un peu plus inquiétant compte tenu qu'elle semble s'étendre à plusieurs secteurs. Donc, ça semble être un peu plus généralisé. Maintenant, la hausse des taux d'intérêt, le resserrement des banques monétaires, des banques centrales, le resserrement monétaire, on pense que ça va faire diminuer la demande et éventuellement, l'inflation devrait rebaisser. La grande différence également aujourd'hui, par rapport à il y a 6 mois, quand les banques centrales parlaient que l'inflation, c'est un phénomène temporaire, mais aujourd'hui, ils reconnaissent maintenant que c'est plus temporaire, que c'est un peu plus permanent. Donc, ils reconnaissent le problème et ils agissent en conséquence. Quand je parle d'agir en conséquence, on le voit, ça, c'est la courbe d'anticipation des taux courts. Donc, aux États-Unis, actuellement, on parle de taux d'intérêt qui pourraient atteindre, selon les anticipations, près de 4 %. Au Canada, on parle de 3,5 %. Puis, du côté de l'Europe, on sait que la Réserve fédérale, pas la Réserve fédérale, mais la Banque centrale européenne, va débuter un programme de resserrement au mois de juillet. Donc, les taux qui étaient négatifs vont maintenant éventuellement être positifs. Ceci étant dit, il va falloir que les banques centrales, dont la Réserve fédérale, vont devoir être très prudentes, compte tenu qu'actuellement, la courbe de taux, quand je parlais tantôt, les probabilités, la courbe de taux n'est pas inversée, elle est plate. Donc, les taux courts et les taux long terme sont au même niveau. Ceci étant dit, si la Réserve fédérale était beaucoup plus agressive encore dans ses hausses de taux, la courbe pourrait s'inverser et là, on va s'en aller en récession éventuellement quelque part en 2023. Lueur d'espoir du côté de l'inflation, on observe quand même plusieurs indicateurs précurseurs. On en suit plusieurs chez Optimum, des indicateurs précurseurs, dont un qui a une très bonne corrélation avec l'indice des prix à la consommation. C'est l'indice qui est publié par Citigroup sur l'inflation. Donc, et cet indice montre depuis quelques mois un retournement de l'inflation. Donc, on pense que l'IPC devrait suivre la ligne bleue, en fait. Et donc, dans ce contexte, est-ce que tu penses que les obligations vont redevenir attrayantes? Tout à fait. En fait, à partir du moment où le marché obligataire va sentir que la Réserve fédérale ou les autres banques centrales ont fait suffisamment pour contrôler l'inflation, ils vont voir des signes d'inflation au sommet, puis peut-être une légère baisse, le marché obligataire va devenir extrêmement attrayant. Est-ce que c'est au mois de juin, est-ce que c'est au mois de juillet? On ne le sait pas, mais on commence à regarder de très près le marché obligataire. Et surtout, en regardant également la performance sur 12 mois, le marché obligataire européen et canadien ont des performances négatives de plus de 10 %, ce qui est quand même extrêmement rare. Donc,
on pense qu'éventuellement, il y a un bon niveau d'achat du côté des obligations. Qu'est-ce que tu peux nous dire donc des marchés boursiers? Évidemment, les marchés boursiers, depuis le début de l'année, ont été extrêmement volatiles. On a parlé des taux d'intérêt tantôt. Bien, ce n'est pas étranger à la baisse des marchés boursiers. Hein. On est passé d'un environnement où les taux étaient très bas, voire même négatifs en Europe, à un environnement où les taux, une normalisation des taux d'intérêt. Et évidemment, le marché boursier, qui est un actif risqué, a réagi en conséquence en s'adaptant à la hausse des taux. Donc, ce qu'on voit, c'est que, ce qu'on disait au début de l'année, c'est qu'on disait que le marché américain était le plus cher des marchés quand on le regardait par rapport au marché canadien et à l'Europe. Donc, on a une bonne contraction des price earnings, des ratios cours-bénéfices prévisionnels. Ce n'est pas encore extrêmement, je dirais, cheap, mais ça commence à être intéressant. Et le marché canadien, par contre, et le marché européen, eux autres sont beaucoup plus intéressants sur cette base-là. Donc, vous avez probablement vu la correction aux États-Unis, principalement des sociétés qui ne faisaient pas de profit, qui avaient des revenus, ou des modèles d'affaires qui ont beaucoup profité de la pandémie, mais qui sont un peu moins intéressants une fois que la pandémie est passée. Donc, on a vu des corrections de 60, 70 et même plus, 75 de baisse. On a eu un cas au Canada, un titre qu'on n'avait heureusement pas en portefeuille parce qu'on trouvait qu'il était trop cher, mais Shopify, qui était le plus grand titre, la plus grande pondération de la Bourse de Toronto, a corrigé de 75 cette année, ce qui est quand même assez impressionnant. Et le marché, c'est quoi son sentiment de tout ça? Est-ce que vous avez des indices? Ben oui, en fait, on a plusieurs indices. C'est notre indicateur qu'on appelle euphorie et panique, ou en anglais greed and fear. Donc, et c'est un indicateur basé sur 7 variables qui nous permet de prendre le pouls des investisseurs sur le marché boursier. Donc, depuis le début de la pandémie, ce qu'on constatait, jusqu'à tout récemment, c'est quand même, il y avait beaucoup de spéculation dans les marchés, différents marchés. Le marché boursier, entre autres, mais d'autres marchés où la spéculation était vraiment présente, compte tenu des bas taux d'intérêt. Donc, l'argent ne coûtait rien. Mais cette spéculation-là, ben, on la voit disparaître. Puis au mois de mai, bien, notre indicateur, en fait, en bas de la ligne de 20 notre indicateur a touché pratiquement le niveau de 10. Donc, ça signifie que les investisseurs sont en panique. Quand on observe les indicateurs. Quand ils sont en panique, ça veut peut-être aussi dire que c'est un bon moment. Donc, panique égale opportunité pour nous sur les marchés parce qu'ils vendent de façon non discriminée. Donc, historiquement, depuis 2017, notre indicateur, bien, en fait, nous montre que ce genre de niveau-là, le niveau où on est actuellement, représente des occasions intéressantes pour les prochains mois. Même chose du côté de la zone euro, hein, quand on prend c'est un indicateur technique dans ce cas-là, mais c'est un indicateur technique qui est quand même très intéressant. C'est sur le STOXX 600, c'est le pourcentage des titres qui transigent en haut de leur moyenne mobile 200 jours. Et historiquement, quand on est au niveau qu'on a atteint au mois de mai, ben c'est des niveaux où c'est intéressant d'acheter, puis sur un horizon de 12, 24, 36 mois. Donc, c'est le même constat du côté de la zone euro. Et finalement, un indicateur qui est extrêmement performant, très intéressant, parce qu'on a des données depuis les années 50, c'est la confiance du consommateur qui est publié par l'Université du Michigan. Et cet indicateur-là est intéressant parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il a chuté récemment. Donc, la confiance baissait depuis le début de l'année, mais récemment, il y a eu une chute importante. Et quand on regarde le niveau où on est actuellement, bien, puis on regarde le rendement du marché boursier 12 ou 24 mois plus tard, bien, c'est des très, très bons niveaux d'achat actuellement. Donc, on le voit sur le graphique, là, la ligne bleue, c'est la confiance et la ligne cuivrée, c'est le S&P
500. Donc, effectivement, il y a des bons niveaux actuellement. C'est très difficile de dire le bas du marché, c'est quelle journée, mais on est probablement quelque part en train de faire une espèce de bas, de bas compte tenu de ce qui s'est passé. Donc, dans tout ce contexte, à ton avis, c'est quoi tes conclusions là, pour le marché? Bien, les conclusions, quand on regarde les indicateurs précurseurs, la croissance économique mondiale va continuer de ralentir, c'est clair, on le voit, il n'y a pas de signe de retournement. Pour l'instant, la récession devrait être évitée, mais là, on est vraiment sur la ligne, donc on suit de très près. On pense que la diminution de la demande, puis d'ailleurs, on a commencé à le voir que le consommateur est beaucoup plus craintif, prudent. On pense que la diminution devrait faire baisser l'inflation, donc la demande des biens. Le deuxième semestre pourrait être plus favorable au marché obligataire, donc on cherche quand même des points d'entrée compte tenu de la hausse quand même très importante. Et finalement, bien, on continue on croit que le marché canadien, le boursier et le marché européen offrent toujours le meilleur potentiel de rente. Excellent. Donc, dans ce contexte, c'est quoi tes conseils pour un investisseur européen? Bien, en fait, pour un investisseur, première des choses, c'est de toujours avoir des placements diversifiés dans plusieurs régions du monde, des régions qui sont résilientes. Donc, comme le Canada. Exactement comme le Canada. Et également d'avoir des stratégies basées sur des classes d'actifs conventionnelles ou alternatives qui offrent encore un bon potentiel de rendement, comme par exemple les actions privilégiées, et finalement d'avoir une bonne optimisation de notre portefeuille d'allocation de l'actif. Ça tombe bien. Donc, ça permet de traverser les périodes plus difficiles, comme on vit actuellement depuis le début de l'année. Et ça tombe bien parce qu'on a tout ça chez OGF. Tout à fait. Et un des produits qui demeure, qui est toujours attrayant, c'est les actions privilégiées. Et donc, les actions privilégiées ont un rendement supérieur aux autres classes d'actifs, mais également permettent, en fait, ont une corrélation négative avec les obligations. Donc, protègent contre les hausses de taux, mais aussi les actions privilégiées sont émises par des entreprises ou des émetteurs de très, très grande qualité. Donc, c'est un produit qui est de plus en plus rare parce qu'il n'y a plus d'émetteurs, il n'y a plus d'émissions, mais c'est un produit qui est très recherché. Donc, on pense qu'il y a beaucoup de valeur encore du côté des actions privilégiées. Intéressant, merci. Et finalement, le dernier point, c'est les actions canadiennes. Puis, les actions canadiennes, comme les actions privilégiées, on pense que c'est un actif de qualité à avoir dans le portefeuille. Et notre gestion, surtout actuellement, c'est un portefeuille de qualité d'entreprises avec des bilans solides, avec peu ou pas de dette. Donc, c'est très important dans le contexte où les taux d'intérêt augmentent. On voit que les entreprises endettées ont moins de marge de manœuvre s'ils ont beaucoup de dettes. Donc, notre portefeuille de qualité, bien, il nous permet de traverser la tempête avec des actifs de qualité. Donc, on pense que les actions canadiennes, en fait, depuis le début de l'année, quand on regarde la performance des actions canadiennes, quoique négative, est parmi les meilleures dans le monde quand on regarde les marchés boursiers, et même depuis plus d'un an. Donc, les actions canadiennes font très, très bien dans un portefeuille. Intéressant parce que chez Optimum, on a déjà un fonds d'actions canadiennes, mais on a comme projet en 2022 de justement créer un fonds dédié pour un certain nombre d'investisseurs institutionnels à investir simultanément donc dans une stratégie d'action canadienne ordinaire, mais aussi privilégiée. Donc, ça va être très intéressant. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui est intéressés par cette stratégie, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes. Donc, merci beaucoup pour ce topo. Donc, je me retourne vers Thomas pour me demander s'il y avait des questions en provenance du chat. Oui, alors la première question pour toi, Martin, c'est est-ce qu'on peut s'attendre à une récession cette année aux États-Unis? Et je rajouterais, si oui, est-ce le moment de vendre ces actifs? En fait, on n'a pas notre scénario de base, c'est qu'on le voit, on pense que la récession ne sera pas cette année. Ceci étant dit, les actifs actuellement ont déjà anticipé, je dirais, du côté des actions, entre autres, une récession, mais pas une récession importante. Ça peut être une récession qui peut être un peu plus moins importante que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc,
je ne pense pas que c'est le temps de vendre aujourd'hui, compte tenu de la baisse de 20 sur le marché américain, de 30, en fait 20 sur le S&P, 21 mais les valeurs technologiques, on parle de baisse de 30 non, moi, je pense qu'on ne devrait pas vendre si on n'est pas obligé aujourd'hui. Ce n'est pas une bonne stratégie. J'ai une deuxième question. Quel est l'intérêt pour un investisseur européen d'investir spécifiquement au Canada plutôt qu'aux États-Unis, par exemple? Bien, en fait, on l'a vu tantôt, première des choses, l'intérêt, c'est que le marché boursier canadien est moins dispendieux. Donc, la valorisation est intéressante. Il y a également un effet de diversification à détenir le dollar canadien. Donc, le dollar canadien qui profite de la hausse des prix des commodités et de l'énergie, mais aussi la résilience, la stabilité politique au Canada et la résilience de l'économie. La démographie est extrêmement favorable, donc c'est très positif sur la croissance au Canada pour les prochaines années. Donc, le fondamental est très, très bon. Je dirais que pour toutes ces raisons. Puis, le marché canadien est un peu délaissé. Hein? Les investisseurs ont misé beaucoup sur le marché américain dans les dernières années, les 6-7 dernières années. Ils ont acheté principalement des grandes valeurs technologiques aux États-Unis. Est-ce que ces valeurs technologiques vont être les gagnants des prochaines années, compte tenu du ralentissement qu'on voit dans certains noms qui étaient très populaires? Maintenant, je pense qu'un investisseur aurait peut-être intérêt aussi à diversifier. Ça ne veut pas dire de ne pas détenir le marché américain, mais de peut-être diversifier en allant chercher le Canada. Oui, malheureusement, on fait, hein, Martin, il y a souvent trop d'amalgame entre le marché nord-américain, parce qu'on parle nord-américain souvent, donc, alors que le marché canadien a d'importantes spécificités et de caractéristiques. Et les secteurs dans le marché canadien qu'on retrouve, comme par exemple le secteur bancaire, le secteur des télécommunications, ce sont des secteurs très performants et ce genre de performance, on ne retrouve pas dans ces secteurs, les secteurs équivalents aux États-Unis. Donc, le Canada a toujours une bonne place, puis on le voit depuis le début de l'année, depuis 1 an, 2 ans, un investisseur international qui détient du Canada dans son portefeuille est très heureux. Thomas, est-ce qu'il y a encore une question pour nous? Ça fait le tour. Je sais qu'on avait effectivement montré Oui, en fait, pour répondre à la question, ce qu'on constate, pour un Européen, cette année, le marché canadien a un rendement positif et là, c'est ramené en euros, donc ça tient compte de l'effet de change, mais alors que tous les autres marchés sont négatifs. Et sur 1 an, c'est quand même 17,5% de rendement du marché canadien. Donc, oui, le marché américain fait très bien, mais le marché canadien, quand même, est bien diversifié et diminué dans un portefeuille le risque. Ça conclut très bien cette présentation. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes. Sachez que la présentation sera disponible en replay. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.